Salut les fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien, c'est Mathieu, ravi de te faire cette nouvelle vidéo aujourd'hui sur laquelle on va parler des amusettes du mercredi. Comme tu peux le voir, on est plutôt en bonne compagnie. Si c'est pas déjà fait, je t'invite à liker et à t'abonner à la chaîne. Et aussi, si tu as des questions, tu nous les mets en dessous dans les commentaires. Tu as l'ebook sur les 10 plantes mellifères utiles aux abeilles pendant toute la saison. Et en fin de vidéo, il y aura le tirage au sort pour le gagnant du mois de... je ne sais plus quand est-ce qu'on est, du mois de juin. Et ton commentaire en dessous de la vidéo servira aussi pour le tirage au sort à la fin du mois de juillet. Allez, on prend les questions qui ont été posées depuis la dernière fois et on va essayer d'y répondre. Question de Malik qui nous dit qu'il a du miel qui a cristallisé dans ses cadres de hausse et qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il peut le récolter ou pas? Donc voilà la question. Écoute, j'ai envie de te dire, ça dépend quel miel, mais s'il a cristallisé, clairement, tu vas pas pouvoir le récupérer. Moi, ce que je te conseille, c'est de garder les cadres cristallisés pour le donner à manger aux abeilles, que ça soit là en fin de saison, d'ici la fin de saison ou pour le début de l'hiver, ou les garder pour l'année prochaine en période de famine. Tu pourras intégrer des cadres, même si c'est des cadres de hausse, tu pourras les mettre dans le corps, tout simplement pour que elle puisse elle le consommer, le manger, ce qui sera beaucoup plus simple, beaucoup plus efficace que voir le désoperculer et de le mettre à l'extraction, qui d'ailleurs tu risques de casser au niveau des cires. Si ensuite tu es en cire naturelle, si tu n'as pas des cires gaufrées à l'intérieur, à ce moment là j'ai envie de dire, tu pourras même les découper et en faire du miel en rayon, mais après voilà, tout dépend le miel, surtout si tu es sur un miel de printemps, c'est assez complexe. Donc le mieux c'est de le garder, de le mettre de côté, bien hermétique pour pas qu'il y ait de fausse teigne et que tu le redonnes aux abeilles à consommer lorsqu'il y a une période de famine. Ça t'évitera déjà d'acheter du sirop, de donner de la nourriture synthétique et en plus voilà, rien que mieux que le miel à redonner aux abeilles. Tanguy nous demande si on retrouve les résidus de maladies ou des présences de maladies dans les cires. Alors déjà, je réponds à cette partie-là, oui, tu vas retrouver potentiellement des résidus de maladies et ou même de traitement, voilà. Et deuxième question, c'est comment faire pour les éliminer? Est-ce qu'il y a possibilité de les éliminer dans la cire? Oui, lorsque tu achètes de la cire gaufrée à des industriels, il y a une base de cire d'abeille naturelle, j'ai envie de dire, sauf qu'elles sont traitées et je pense aussi chauffées à haute température. Donc si tu fais fondre tes cires à très haute température à ébullition, il y a une grande partie, voire peut-être la totalité. Alors après, je ne te le garantis pas parce que là j'ai pris la question sous coude et j'ai pas vérifié à quelle température les différentes maladies ou parasites pouvaient mourir au niveau de la cire. Mais en tout cas, ça va faire très rapidement le ménage lorsque tu vas porter la cire à ébullition. Donc tu pourras la réutiliser au niveau de tes colonies. Miel Bourdon nous dit qu'il a capturé 2 essaims en même temps, qu'il a en ruché, apparemment sur des ruches varées, et le lendemain, lorsqu'il est revenu au rucher, il a trouvé la ruche numéro 2 qui était partie dans la ruche numéro 1. En gros, elles avaient fusionné. Et il me demande si j'ai déjà eu le cas de figure, est-ce que j'ai une explication à ça, et que maintenant il se retrouve avec une ruche varée sur 4 éléments varés, non pas 4 corps, mais 4 éléments varés. Alors, est-ce que j'ai déjà vu ça? Non, j'ai pas vu de fusion à proprement parler. Maintenant, est-ce que c'est un problème? Pas vraiment, j'ai envie de dire, puisque là, tu te retrouves avec une très belle colonie varée sur 4 éléments varés, donc ce qui est plutôt bien, puisque d'ici à la fin de saison, tu pourras peut-être récupérer un élément ou un élément supplémentaire si tu es sur 5 pour faire une petite récolte de miel, ou alors elles pourront passer l'hiver très correctement, j'ai envie de dire. À savoir qu'aussi tes 4 éléments varés, si tu as une reine fécondée que tu as achetée ou que tu as produite toi-même, tu peux à la moitié, c'est-à-dire 2 éléments varés et 2 éléments varés, les scinder en 2 et intégrer une reine dans l'un des essaims que tu aurais fait sur 2 éléments varés. Mais ça peut être un peu complexe comme ça à expliquer sans montrer, mais je ferai une vidéo là-dessus, je pense, peut-être en fin de saison ou la saison prochaine. De toute façon, je ferai une vidéo sur comment réunir les ruches varées ou les ruches faibles en fin de saison. Donc voilà, tu n'as plus qu'à rester attentif par rapport à ça. Question d'un anonyme, on n'a pas le pseudo, qui nous demande sur la vidéo de l'élevage de rennes avec la hausse d'Adam sous le corps. Est-ce que c'est quelque chose que je fais pour utiliser et repeupler des rennes
sur des ruches orphelines ou bordonneuses, ou est-ce que c'est pour créer de nouveaux essaims? Alors j'ai envie de dire dans les deux cas de figure, puisque tes rennes tu peux soit les utiliser pour faire des essaims en saison ou des essaims à hiverner, et les rennes que tu aurais à l'issue de cet élevage de petite taille, j'ai envie de dire, tu pourrais très bien les intégrer sur des ruches orphelines, pas sur des ruches bourdonneuses, parce que si elles sont bourdonneuses ça sera déjà trop tard, mais au moins sur les ruches orphelines. Donc c'est à toi de voir comment tu souhaites utiliser les rennes que tu vas créer avec ce petit élevage. Encore une question de notre abonné mystère qui nous demande jusqu'à quand il peut faire une division sur une ruche d'Adam 9 cadres sans trop affaiblir la colonie pour l'hiver. J'ai envie de te dire, tu peux le faire jusqu'à l'hivernage quasiment, puisque si tu veux hiverner tes colonies sur 5 ou 6 cadres, elles seront hivernées sur 5 cadres, 6 cadres, et elles passeront l'hiver comme ça. Après, c'est surtout au moment où tu constitues cet essaim avec une reine surtout fécondée ou pas. Si tu vas plus tard en saison, il faudra vraiment que tu aies une reine fécondée, qu'elle commence à faire un petit peu de ponte pour, on va dire, rebooster un petit peu la population. Mais les essaims hivernés se font assez tard en fonction de l'emplacement géographique où tu es situé, puisque je n'ai pas l'information. Tu peux le faire assez tard. Il y a Jérôme David Eloa qui nous demande si on peut utiliser le CPF avec les stages ADN de niveau 1 à la journée. Malheureusement non, actuellement ce n'est pas possible. Tout ce qui va être utilisation du CPF, ça va être via les formations que l'on donne sur au moins 2 à 3 journées. Donc actuellement, tout ce qui va être stage ADN de niveau 1 n'est pas éligible au CPF. Question de Francis Marquis qui nous demande les herbes hautes qu'on peut voir au niveau des colonies, à quoi ça sert au niveau du frelon asiatique, en quoi ça sert à lutter, et est-ce que ça gêne ou pas l'entrée des abeilles devant les colonies. Alors oui, ça peut gêner l'entrée des abeilles devant les colonies, c'est pour ça qu'il faut aplatir de temps en temps ou couper, j'ai envie de dire, un petit peu d'herbe pour leur laisser quand même du passage, surtout qu'en ce moment on n'a pas de frelons asiatiques nous ici, donc autant ne pas les gêner. Par contre, à quoi ça va servir? Ça va servir tout simplement au fait que les herbes hautes qui vont pousser autour des ruches vont gêner le frelon et vont lui poser problème pour s'approcher des ruches, pour aller au niveau de l'entrée des ruches. Voilà. Donc ça a vraiment un côté plutôt préventif. C'est pour ça que nous on laisse pousser ces herbes hautes comme on peut constater ici. Voilà. Bien que sur certaines colonies où il y a quand même pas mal d'herbes devant, on débroussaille un petit peu, mais vraiment très légèrement. On aplatit 10 à 15 cm d'herbe, où on coupe à mi-hauteur, qui a 10 à 15 cm de longueur face à la ruche, et tout le reste on le laisse tel quel, vraiment pour gêner le frelon en fait. Question de Alex qui nous demande où est situé la suite plutôt de la vidéo sur l'élevage de rennes via la hausse d'Adam en dessous le corps. Elle va bientôt arriver, patience, on est en train de faire la vidéo, donc ça devrait pas tarder à venir. Reste attentif, abonne-toi et surtout active la petite cloche, ça te permettra d'être averti lorsque la vidéo va sortir. Question de Guillaume Lallier qui me demande est-ce qu'on peut mettre des hausses 8 cadres ou 9 cadres, parce qu'il a vu ça sur plusieurs sites, qu'il y avait des avantages à la hausse 8 cadres, et il me demande mon avis par rapport à ça. Tout simplement, je ne l'ai pas testé, donc je ne te donnerai pas mon avis dessus sur la hausse 8 cadres. Peut-être que c'est quelque chose qu'on va tester l'année prochaine. Écoute, je vais me renseigner un peu là-dessus, et puis on fera sûrement peut-être une vidéo ou deux. Mais en tout cas, nous on est sur d'Adam avec des cadres de hausse sur 9 cadres, voilà, pour les modèles d'Adam que l'on a. Pour la 8, pour le moment en tout cas, j'ai pas d'informations à te donner. Alors plus une question, on va dire générale, parce que la vidéo sur les fourmis dans le nourrisseur ou dans le cadre fait beaucoup parler en ce moment. On a eu plusieurs retours d'expérience sur le fait de mettre des huiles essentielles qui apparemment n'a pas marché, de mettre aussi du curcuma en poudre bio dans le couvre-cadre, de mettre c'était des feuilles de noyer, de mettre, voilà. Il y a vraiment beaucoup de retours sur les questions, sur la vidéo justement sur les fourmis.
Comme je vous l'ai dit, moi je les laisse vivre, je les laisse tranquilles. Voilà, moi ça ne m'importune pas d'en avoir dans les nourrisseurs ou sur le couvre-cadre. Il y a même des personnes qui ont constaté que celles qui avaient des ruches qui avaient des colonies de fourmis dans le nourrisseur ou dans le cadre avaient plus de productivité dans certains cas de figure. Voilà. Est-ce que c'est une relation de cause à effet? Je ne sais pas, en tout cas comme ça. Mais voilà, nous à la FAB, on a décidé de pas se prendre la tête là-dessus, donc on n'intervient pas et puis on pose ça sur le côté si besoin, au cas où si ça devient un peu trop gênant. Question de Marius Millet qui me demande pourquoi est-ce que j'ai un nourrisseur au-dessus du couvre-cadre. Tout simplement parce qu'on standardise le matériel en fait et que je n'ai pas envie de me balader en fait avec un nourrisseur entre le rucher, le dépôt, la voiture, revenir, repartir, tu as besoin de nourrir, tu retournes à la voiture, voilà. Tout simplement par souci de rapidité, d'efficacité, de standardisation sur le matériel. Dans le matériel, là, au niveau des colonies, peu importe la colonie, hein, que ce soit d'Adam, Varé ou autre, je vais retrouver une grille à renne, je vais retrouver une partition, je vais retrouver aussi un réducteur d'entrée et ensuite il y aura le couvre-cadre et le nourrisseur qui seront dedans, qui sera dans le lot en fait, même si je n'ai pas besoin actuellement d'une grille à renne ou d'un réducteur d'entrée ou de voilà, peu importe le matériel, au moins chaque ruche a son matériel voilà, prédéfini, c'est standardisé là-dessus et je sais que le matériel est sur place, donc j'ai pas oublié les réducteurs d'entrée au dépôt ou chez moi, faut que je retourne, faut que je revienne, voilà, c'est vraiment par souci de rapidité, d'efficacité et de simplicité, tout est vraiment sur place. Dernière question de Jean-Luc Monnier qui me dit qu'il vient d'acheter une ruche neuve et qu'il a aussi mis une colonie dedans, donc il n'y a pas de vieux cadre, il n'y a pas non plus de cadre bâti à proprement parler, donc c'est normal, on commence en apiculture. Il me demande si il pense que les abeilles vont rester à l'intérieur. J'ai pas la science absolue par rapport à ça. Maintenant, si tu as brûlé au chalumeau l'intérieur de ta ruche un petit peu pour faire brunir le bois, eh bien oui, il n'y a pas de raison que ta colonie s'en aille. Même des fois, si ça tu l'as pas fait, les colonies restent. Après, c'est pas parce que la colonie est neuve sur un emplacement et que c'est forcément le matériel qui pose problème. Ça peut être aussi l'emplacement. Si tu es mal situé, si voilà, il y a des éléments externes à ta ruche qui posent problème, eh bien ta colonie peut tout simplement décider de partir. Même si tu es sur un secteur où il n'y a pas de nourriture, ta colonie peut décider de partir. Donc je ne peux pas te dire oui, ta colonie va rester, non, elle va partir. Il y a beaucoup d'éléments intérieurs et extérieurs à prendre en compte pour que je te donne une réponse franche sur ça. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci t'a plu. N'hésite pas à liker, à partager. Laisse-nous toi en dessous dans les commentaires si tu as des questions pour que j'y réponde la semaine prochaine. Désolé du petit retard, la vidéo aurait dû sortir hier, mais voilà, un petit décalage. Je fais aussi le tirage au sort du mois de juin juste après et dans la description, les stages, les miels, les formations prises en charge par ton CPF si tu le souhaites. Donc je te laisse aller découvrir tout ça et on bascule sur le tirage au sort. Ciao, ciao. Ok, donc nous voilà sur le tirage au sort. La vidéo qui a le plus de vues, c'est donc celle-ci. Enfin, qui a le plus de commentaires, pardon, c'est donc celle-ci. Je l'ai sélectionnée, donc je vais la mettre au niveau du moteur de recherche. Donc là, nous avons le démarrage. C'est Jean-Claude Serres qui a gagné l'accès au club privé et aussi à la formation en ligne pour le concours du mois de juin. Félicitations à toi Jean-Claude et écoute, on va rentrer en communication pour que tu puisses avoir les différents accès. À très vite.